Je vais parler du Kosovo, de cette petite ville entourée de montagnes et de ses habitants aimables et hospitaliers. Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Haïdé Radio, Destination Est. Pour cette première saison, nous avons voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait Haïdé depuis maintenant 5 ans. Et je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Doris. Salut Doris, comment vas-tu ? Salut, je vais bien et merci de m'avoir invité à parler de cette région. Alors aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de Pristina et du Kosovo, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Eh bien, c'est à toi. Oui, tout d'abord, je vais vous raconter une petite aventure. Tout le monde sait que le Kosovo a connu une guerre dans les années 80 et qu'il a déclaré unilatéralement son indépendance de la Serbie, alors que la Serbie ne reconnaît pas encore son statut d'État. L'une des conséquences de cette situation est une restriction au voyage direct du Kosovo vers la Serbie pour les voyageurs internationaux qui sont entrés au Kosovo en provenance de l'un de ses pays voisins, comme l'Albanie ou le Monténégro ou bien la Macédoine du Nord. Donc, si quelqu'un traverse une frontière du Kosovo qui n'est pas celle avec la Serbie, il ne peut pas continuer son voyage vers la Serbie directement. Ça, c'est à cause du tampon qui est appliqué dans le passeport par les autorités kosovares, sur lequel il est écrit République du Kosovo, que la Serbie ne reconnaît pas. Même si la Serbie considère le Kosovo comme son propre territoire, il y a un contrôle de passeport à la ligne de démarcation entre les deux. Et le tampon appliqué dans le passeport lors de l'entrée au Kosovo depuis le pays voisin est considéré comme invalide et la continuation du voyage vers la Serbie proprement dite n'est pas autorisée. Je n'avais aucune idée de cette restriction la première fois que j'ai visité le Kosovo. C'était il y a 10 ans lorsque j'ai participé à une école d'été à l'université de Pristina. Je suis arrivée à Pristina en bus depuis Belgrade, la capitale serbe, et j'envisageais faire le même itinéraire à la fin de l'école d'été pour rentrer en Serbie. Mais ça n'a pas été si facile parce qu'au milieu de mon séjour au Kosovo, j'ai fait un petit voyage aller-retour en Macédoine du Nord et j'avais le tampon problématique dans mon passeport. Quand je quittais le Kosovo en bus pour me rendre à Belgrade et que nous sommes arrivés à la ligne de démarcation, la police des frontières serbe a vérifié mon passeport et m'a informé que je ne pouvais pas continuer le voyage. Il était minuit et je n'avais aucun moyen de rentrer à Pristina et j'ai paniqué. Heureusement, comme je parlais aux officiers des documents, ils ont réalisé que j'avais aussi une carte d'identité et que je pouvais voyager en Serbie avec ça s'ils faisaient semblant qu'ils n'ont pas vu mon passeport. Ils ne m'ont pas demandé d'argent, ils m'ont juste fait une faveur. J'ai eu de la chance et je suis remontée dans le bus qui m'attendait et je suis arrivée à Belgrade en toute sécurité. Je suis retournée au Kosovo tant de fois après cela et je n'ai jamais fait la même erreur. J'ai appris qu'un voyage dans le Balkan à travers les nombreuses frontières qui existent doit être soigneusement planifié. En fait, 2 ans après ce premier voyage, j'ai déménagé à Pristina pour faire un stage dans une ambassade. J'y ai vécu 3 mois et demi, c'était pendant l'été, et j'ai eu une très belle expérience. Je peux rencontrer beaucoup de locaux et d'expatriés. Il y avait des fêtes tous les soirs, les bars étaient toujours pleins de jeunes.
Un des grands avantages du Kosovo et ce qui rend sa plus grande ville, Pristina, si dynamique, est sa population très jeune. Les locaux parlent l'une des deux langues officielles, l'albanais ou le serbe, rarement les deux, mais ils parlent très bien l'anglais. Il y avait à l'époque à Pristina, et il y a encore un peu moins, un grand nombre d'expatriés qui travaillent pour les ONG ou les organisations internationales. Avec les amis que j'ai rencontrés cet été-là, je suis allée explorer d'autres villes du Kosovo. J'ai été surtout impressionnée par Mitrovica, Prizren et Jakova ou Jakovica pour des raisons différentes. Mitrovica m'a impressionnée car c'est l'une des villes divisées d'Europe, comme Belfast en Irlande du Nord ou Nicosie en Chypre. Cette division s'est produite pendant la guerre de 99, quand les gens ont déménagé dans l'autre partie de la ville pour fuir leurs voisins et se sont pris les maisons les uns des autres. Avant cela, les quartiers étaient mixtes, mais maintenant, du côté nord vivent les gens avec une identité ethnique serbe et du côté sud, ceux qui parlent albanais. Les deux côtés de la ville sont séparés par une rivière et le pont sur la rivière est gardé par des soldats armés, des forces armées étrangères. Mais ce n'est pas dangereux. Au contraire, c'est très intéressant de visiter les deux parties de la ville et de parler aux habitants. Ensuite, j'ai eu une très belle expérience en visitant Prizren, la ville principale du sud du Kosovo. Contrairement à d'autres villes, à Prizren, il y a encore beaucoup d'architecture traditionnelle, petites maisons blanches, églises et mosquées en pierre, et une forteresse en ruine qui donne une vue magnifique sur la ville. Et Jakova ou Jakovica est un endroit intéressant aussi. Son bazar, qui a brûlé pendant la guerre, a été reconstruit et on peut facilement imaginer dans ce bazar comment la vie était autrefois dans une petite ville des Balkans pendant l'Empire ottoman. Pour continuer le récit dans l'ordre chronologique, à la fin de ce bel été, j'ai dû quitter Pristina pour continuer mes études, mais j'y ai vécu encore quelques mois, 1 an et demi plus tard, pour faire une recherche. J'ai alors rencontré certains de mes meilleurs amis et j'ai commencé à apprendre la langue albanaise, qui est très complexe et que je ne maîtrise toujours pas bien. J'ai consacré beaucoup plus de temps à explorer la culture et les arts au Kosovo. J'ai eu l'occasion de faire la connaissance de plusieurs artistes contemporains de Pristina, qui sont d'ailleurs très appréciés au niveau global, comme Sisli Jaffa et Petrit Halilay. J'allais régulièrement à des expositions, à la Galerie nationale, à des concerts et au théâtre quand les pièces étaient sous-titrées. À Pristina, il y a beaucoup de restaurants qui proposent une cuisine internationale, mais aussi une cuisine traditionnelle. Et j'ai découvert des produits et des plats que je ne connaissais pas bien, bien que la plupart des plats traditionnels soient les mêmes que ceux d'autres régions des Balkans et que je les connais depuis l'enfance. Mais ce que j'ai découvert, c'est le sucuk. C'est une saucisse fabriquée dans les montagnes de Char, et aussi la flia, qui consiste en plusieurs couches de crêpes et servie avec de la crème fraîche. J'aimais aussi aller au marché des légumes en été et d'acheter des produits frais que les fermières apportaient des villages. Par exemple, le fromage du marché est très bon, mais aussi le miel ou les légumes marinés qu'ils appellent turshi. Étant donné qu'une grande partie du Kosovo est rurale, les personnes âgées vivent dans des petites villes et cultivent des légumes, élèvent des animaux et fabriquent des produits qu'elles vendent au marché, parfois au bord des routes et des autoroutes. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans les villages de montagne et de passer quelques jours dans les refuges de montagne avec les paysans pour voir comment ils vivent, mais il y a des gens qui ont fait ça et c'est une très belle expérience. J'espère y retourner un jour pour cela et pour découvrir aussi les zones rurales du Kosovo comme j'ai découvert ces villes. Et avec cet espoir, je finirai mon récit. Merci Doris pour ce beau récit. Alors quels ont été tes 3 coups de cœur au Kosovo?
Le premier est le monastère médiéval de Chani. C'est un lieu très spécial, non seulement pour les chrétiens orthodoxes, c'est un lieu désigné comme monument culturel d'importance exceptionnelle et il est entouré de très beaux paysages où personnellement j'ai eu un sentiment de paix profonde. Après, la vieille ville de Prizren est un autre endroit que j'aime beaucoup. C'était une ville très multiculturelle jusqu'à récemment avec des Albanais, des Serbes, des Turcs et des Bosniaques habitant des jolies maisons traditionnelles. Et le troisième est le quartier Dragodan à Pristina où j'ai vécu quelques mois. Il est sur une colline et offre une très belle vue dessous du centre-ville et des quartiers sur la colline d'en face. Alors, quand tu vivais au Kosovo, est-ce que tu avais une routine particulière? Oui, quand j'habitais à Pristina, j'aimais prendre le café en terrasse tous les jours dans un des cafés du centre-ville et sortir en ville le soir, toutes les fins de semaine. J'avais beaucoup d'amis et j'étais invitée aux fêtes d'anniversaire ou de pension de crémaillère très souvent. Ma routine, en fait, c'était voir des amis tous les jours. C'est complètement l'inverse de cette période d'isolation pendant la pandémie de coronavirus. Alors justement, est-ce qu'il y avait des lieux de sortie où tu allais souvent, que tu aurais à nous conseiller à Pristina, et des festivals aussi dans le Kosovo? Oui, il y a de nombreux festivals de musique et de films au Kosovo. Mais à mon avis, le meilleur est DocuFest, qui a lieu à Prizren tous les ans en été. C'est un festival de films documentaires où j'ai regardé des productions vraiment impressionnantes et j'ai vu des films mémorables. Il est très international. De nombreux réalisateurs et journalistes étrangers y viennent chaque année. Et je peux conseiller aussi mes lieux de sortie préférés à Pristina. Sont les cafés Soma et Ditenat, qui organisent parfois des concerts ou soirées DJ. Mais ce sont les cafés où la majorité des clients sont de l'élite, des locaux ou des expatriés ou des touristes. Oui, c'est des lieux où beaucoup de gens vont. Moi, je me souviens que j'étais allé quand j'avais passé quelques jours à Pristina il y a quelques années. Ouais, Mhm. c'était là-bas qu'on allait boire un café. Ouais. Alors sur place, comment tu arrives à rencontrer des locaux? Est-ce que tu as une technique particulière? Et puis, est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement marqué au Kosovo? Oui, au Kosovo, c'est très facile de rencontrer des locaux, surtout parce que les jeunes parlent très bien l'anglais et ils sont très intéressés à rencontrer des gens d'autres pays. Il suffit d'aller à un événement culturel ou dans un club et avoir un échange avec quelqu'un pour qu'il devienne un ami après. En général, les jeunes sont très ouverts et très sympas. Mais oui, une rencontre qui m'a particulièrement marquée, c'était avec une personne âgée. En fait, je me suis toujours intéressée au passé des Balkans. Et c'est un monsieur qui est un parent de l'ancien homme politique Ibrahim Rugova et qui habite un tout petit village, a survécu à 2 guerres et à plusieurs régimes politiques. Et il avait une si bonne mémoire malgré l'âge et beaucoup d'histoires époustouflantes à raconter, sans haine, sans colère, comme le font parfois les jeunes qui ont été très marqués par la guerre des années 80. Parfois, il arrive qu'on rencontre avec des gens simples, des villageois, et plus mémorable que les échanges avec des intellectuels ou des célébrités. Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir au Kosovo? J'ai 3 conseils. Le premier, louer une voiture. Ça permet de visiter des lieux qui sont difficilement accessibles en transport public. Le deuxième, avant le voyage, de lire quelques pages d'histoire, des sources multiples. L'histoire des Balkans est assez complexe et difficile à comprendre parfois. Le troisième, ne pas avoir de préjugés, oui, et avoir de l'empathie dans leurs interactions avec les locaux. Est-ce que tu as des projets de voyage à l'avenir? On sait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que tu as des projets de voyage et ça serait où? Oui, bien sûr.
J'aimerais beaucoup visiter la région du Caucase. J'ai déjà été à Bakou, en Azerbaïdjan, et j'ai envie de découvrir plus, de visiter aussi la Géorgie, et l'Arménie et pourquoi pas le Nagorno-Karabakh aussi. Oui, tu as beaucoup voyagé déjà dans les pays d'Europe de l'Est. Tu viens même d'Europe de l'Est, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce que tu prépares, toi, tes voyages? Je ne lis jamais le Lonely Planet et je ne cherche jamais des photos des endroits où je vais sur Google avant le voyage. D'habitude, je compte sur des amis ou des connaissances pour me donner des conseils de voyage ou pour me guider autour s'ils habitent à l'endroit que je visite. Je préfère être surprise et me faire ma propre opinion sur un lieu. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos que tu prends tout le temps lors de tous tes voyages? Je voyage toujours avec une valise et j'y mets des vêtements, des produits cosmétiques et des magazines ou un livre. Et est-ce que tu documentes tes voyages? Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Je faisais ça plus avant, mais je mets toujours quelques photos prises pendant les voyages sur mon compte Instagram. Alors, si je te dis le mot Haïdé, toi, ça te fait penser à quoi? C'est un mot que je connais depuis ma première enfance, en serbe et en roumain, mes deux langues maternelles. Ça veut dire allons-y et ça me fait penser au voyage et aux nouvelles expériences. J'ai une question habituellement que je pose. Tu fais partie des passionnés d'Europe de l'Est. Comment t'es venue cette passion? Mais donc tu viens d'Europe de l'Est, toi. Oui, je suis originaire de l'Europe de l'Est et en plus, je suis née en 1999. C'est une année qui a changé l'histoire de beaucoup de pays de ce côté de l'Europe. Je suis née à 1 kilomètre de ce qui était la frontière entre la Roumanie communiste et la République socialiste fédérale yougoslave. Cette frontière est maintenant la frontière entre l'Union européenne et la Serbie. Et en grandissant, j'ai été témoin de tous ces changements. L'Europe de l'Est fait partie de mon identité et j'ai fait des études sud-est européennes pour mon master, pour mieux connaître la région, pour la connaître en profondeur. C'est une passion que je pense j'aurai pour toujours. Et donc, tu as été rédactrice pour Haïdé pendant quelques années. Est-ce qu'il y a un article dont tu es particulièrement fière? Oui, c'est un article que j'ai fait sur le musée de l'histoire yougoslave à Belgrade. Et je conseille à celles qui sont passionnées d'histoire d'aller visiter ce musée. Et il y a les deux stades, hein, d'ailleurs, autour, pas loin du stade. Donc, pour les fans de foot, ils peuvent aussi aller visiter les deux stades de Belgrade. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Oui, si jamais vous visitez la région albanaise des Balkans, vous allez vouloir découvrir la cuisine traditionnelle. Et il y a deux choses que j'aime beaucoup et que je peux suggérer. L'une est une boisson appelée salep et l'autre un gâteau appelé trileche. C'est vraiment délicieux et c'est facile à trouver dans les cafés au Kosovo ou en Albanie aussi. Et un dernier conseil pour apprendre plus et mieux connaître l'Europe de l'Est, suivez le compte de Heide et lisez les articles sur le site. Merci beaucoup, Doris. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager au Kosovo et dans tous les Balkans. Et à bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Haïdé Radio et Haïdé.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt! Feel the cement